Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur le plateau de Afrique 1 avec la revue de presse, avec mes amis, le doyen Lassine Camara de l'Union internationale des journalistes africains et Mustapha Dramé, donc le président du mouvement au cœur du Sénégal, c'est cela? Le Sénégal au cœur. Le Sénégal au cœur. Bon, très bien. Donc aujourd'hui, nous allons donc vous parler de l'actualité africaine. L'actualité africaine donc, qui nous amène au Ghana. Au Ghana, où il y a alternance, le doyen Lassine Camara. C'est le pays de Kwame Nkrumah, le pays de la révolution, le pays évidemment où on a dit qu'il fallait coûte que coûte que les Anglais s'en aillent, si c'est possible sans dégâts. Nkrumah est arrivé, il est arrivé de prison. Nkrumah, quand on l'a sorti de prison parce que les Anglais l'avaient investi, comme on dit, il est sorti de prison. De manière très populaire, il a pris le pouvoir. Et il a été ce que j'appelle quelqu'un qui a conscientisé. À l'époque, les intellectuels, et surtout la jeunesse, et Nkrumah, qu'on l'aime ou pas, fait partie de ce que nous appelons les pères libérateurs. Ensuite, oui, mais ce n'est pas lui qui a amené la démocratie au Ghana quand même, c'est Thierry Rawlings. À l'époque, attention, il a été renversé parce qu'il y avait ce que j'appelle une mafia, disons, internationale, occidentale derrière, qui voyait très mal le fait que Nkrumah, sorti de prison, soit devenu le leader politique en question. Donc, la mafia internationale n'en voulait pas. On voulait faire taire les pères fondateurs, les pères libérateurs, pour ne pas justement que ce soit les pays anglophones ou les pays francophones se libèrent. C'est comme ça que Nkrumah a été renversé. Il a même été renversé quand il était en mission, à l'époque, en Chine. Il était allé voir son ami Mao Tse-tung. Entre-temps, la mafia l'a renversé. C'est pas grave. Ceux qui sont venus après Nkrumah ont été quand même de très bons gestionnaires. C'est capital, c'est important. C'est-à-dire que les pères fondateurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, les pères libérateurs ont fait ce qu'ils ont à faire. Ceux qui viennent après, qui n'ont pas eu besoin de prendre les armes, doivent être de très bons gestionnaires. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, les Ghanéens ont compris. Nkrumah n'est plus là, il faut bien gérer le pays. C'est comme ça, effectivement, qu'ils ont fait taire leurs ambitions personnelles et ils se sont mis au travail. Voilà que le miracle se produit. L'élection de John Dramani ces temps-ci, l'actuel président, c'est un miracle. Parce que celui qui était là avant lui pouvait se cramponner au pouvoir. Dire, moi, je suis là, je reste. Je tripatouille les constitutions, je reste. Il ne l'a pas fait. Il a reconnu, comme au Sénégal, on en reparlera tout à l'heure, celui qui était là, qui a été battu de manière honnête et loyale par la vérité des urnes, il s'est tout de suite désisté et il a félicité le gagnant. C'est ça la civilisation politique. Et c'est pourquoi je rends hommage aux Ghanéens de comprendre que le pouvoir, c'est pour le peuple, qu'il faut bâtir des routes, qu'il faut faire la formation des jeunes, des intellectuels, des cadres. C'est ça la démocratie, qu'il faut aller de l'avant. Donc, ce qui s'est passé au Ghana, c'est réellement un exemple qu'il faut citer au même titre que nous citons l'exemple du Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut dire à chaque Africain que la politique, ce n'est pas uniquement pour s'enrichir, comme le font certains dirigeants africains. Quand ils ne sont pas au pouvoir, ils ne sont plus rien. Et en plus, ils cherchent le fauteuil présidentiel ou ministériel pour s'enrichir. C'est une honte. Alors, les Ghanéens mettent fin définitivement à ça, parce que le président actuel, si jamais il ne faisait pas l'affaire, il ne fera pas 2 mandats. Monsieur Dramé, vous qui êtes homme politique sénégalais, et donc vous trouvez le Ghana, le modèle comme le Sénégal? Ben, il y a des ressemblances. Bonjour déjà à tous vos auditeurs de Afrique 1. Il y a des ressemblances et quand je pense au cas de Nkrumah, sorti de prison, et puis après, son leadership lui a permis de s'installer historiquement d'abord avant de s'installer politiquement. Je me dis, tiens, voilà un épisode que Diomaye et Sonko ont plus ou moins vécu avant d'arriver au pouvoir. Bon, après, il faut tenir compte, je dirais, du contexte. Dans le cas de Nkrumah, on était dans le contexte sorti plus ou moins de la colonisation, de l'indépendance, des guerres d'indépendance et tout. Et du coup, ça
présence, sa prestance et son leadership étaient plus ou moins mal vus parce que ça pouvait s'apparenter à tous ces leaders panafricanistes qui pourraient s'opposer à l'Occident. Donc du coup, quand le court-circuite très vite, c'était prévisible, c'était visible, c'était traçable. Maintenant, ce qui me frappe le plus, on a touché le mot, la notion d'alternance. La notion d'alternance. La notion d'alternance par les urnes et non pas l'alternance par les armes. Ça, c'est très important. Sur ce plan-là, le Ghana est effectivement un exemple, c'est un modèle. C'est un modèle. Souvent, on parle d'alternance en Afrique lorsqu'il s'agit, je dirais, de la manière dont le système électoral est mis en œuvre et de la manière dont un pouvoir passe, un autre arrive. Mais non, ce qui est plus important, c'est comment le peuple, à un moment donné, a été conscientisé, comment le peuple a pris son destin en main et comment le peuple s'est dit je choisis plutôt qu'on me choisisse. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est ce qui est arrivé au Ghana avec, je dirais, la succession de ces alternances pour en arriver aujourd'hui à une forme de quintessence que moi, en tout cas, j'applaudis. J'espère aussi que cette dernière alternance qui va aboutir je dirais, qui va couronner le long processus de changement politique, va être aussi un succès. Et comme ça, on parlera du Ghana dans le, je dirais, dans le chapitre des pays en développement, mais surtout aussi des pays démocratiques dans ce monde africain qui, comme il le disait tout à l'heure, en souffre énormément. Donc franchement, c'est à saluer. C'est une référence en Afrique, le Ghana, et je crois qu'il faut les soutenir, les accompagner. Mais attention, tout n'est pas de l'ordre des hommes politiques, c'est aux populations, aux habitants de savoir maintenant ce qu'ils veulent en Afrique et de se l'imposer. Il faut qu'ils arrivent à imposer ça. Parce qu'à un moment donné, je prends 2 minutes, ce qu'il y a, c'est que dans nos pays, le système de l'alternance, il faut voir dans un processus multi-étapes. Dans un premier temps, un pouvoir est installé, le peuple subit. Le peuple observe, on diagnostique ce qui va bien, ce qui ne va bien, il y a de la frustration. Mais au moins, le peuple observe et tire quelque chose. Dans un deuxième temps, il y a une phase de révolte. On se dit non, ce que nous voulons, ce n'est pas ça, nous voudrions autre chose. Le peuple se soulève, se révolte et du coup, de fil en aiguille, de population en population, d'individu au groupe, on arrive à, je dirais, créer des groupes, des masses populaires. Et ensuite, dans une troisième étape, il y a une forme de révolution. Il y a une forme de révolution, on se dit, non, tout le monde dans la rue, il faut que ça bouge, il faut que ça change, à nous le pouvoir, pouvoir au peuple. Et enfin, troisième étape, on se dit, non, ce n'est pas la violence qui va régler tout ça, c'est ma carte d'électeur qui est mon arme fatale contre tous ces gens-là, tous ces pouvoirs-là. Donc cette quatrième étape-là, c'est la quatrième étape qui va maintenant s'imposer en Afrique, quoi qu'on dise, sauf que, évidemment, dans certains pays, on constate le contraire. Mais attention, ce contraire n'est pas, je dirais, éternel. Il est plutôt éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? Les pouvoirs qui ont été pris par la force, il faut tout le temps se dire que c'est un pouvoir éternel parce que ce que l'arme a donné, c'est l'arme qui le reprend. Eh bien, le doyen Camara, la démocratie ghanéenne, je l'ai rappelé, donc, a été instaurée par un militaire. Oui. Donc, le Thierry Rawlings, voilà, paix à son âme, c'est lui qui a amené la démocratie au Ghana, alors que c'était un militaire. Mais vous êtes viscéralement contre les pouvoirs militaires. Attention, j'ai rencontré Rawlings quand il a pris le pouvoir 3 ans après. Je l'ai rencontré pour dire que je ne suis pas du tout d'accord avec les pouvoirs militaires. Et puis, c'était un type ouvert. C'était quelqu'un qui aimait le dialogue. Il aimait des gens qui venaient lui porter la contradiction. Je n'ai jamais aimé les régimes militaires. Sauf quand ces régimes militaires, évidemment, avec sérieux. J'ai cité, et je le recite, le cas d'Amadou Toumani Touré. Je n'aime pas les régimes militaires, mais Amadou Toumani Touré, c'est un exemple. Que machine sur le Ghana. Quand il a pris le pouvoir, il a dit, Moussa Traoré, je le renverse, je me cramponne au pouvoir. Mais comme c'est un garçon très intelligent, il nous a consultés. Il a dit, écoutez, moi j'ai pris le pouvoir, alors nous, parce que je n'aime pas les régimes militaires.
mais je veux des militaires éclairés. Et je lui ai dit, personnellement, ce que vous faites, vous n'êtes pas préparé. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas ce que j'appelle un programme. Vous avez pris parce que vous étiez au bon moment et au bon endroit. Maintenant, vous faites des élections libres et transparentes et vous passez la main à celui qui aura été élu démocratiquement. C'est ce que j'appelle un militaire éclairé et qui écoute le sage. Donc, il nous a écoutés et il a fait des élections libres et transparentes. Alpha Oumar Konaré est venu. Je dis ça pour aller au Ghana. Alpha Oumar Konaré était civil, il est venu, il a bien géré son pays, tant bien que mal d'ailleurs, et il a fait 2 mandats. Et après, Amadou Toumani Touré est venu. Et dès qu'il s'est présenté, là maintenant il n'était plus militaire, il était civil. Il s'est présenté, il a été de manière populaire élu. Ensuite, quand il était là, on lui a donné les meilleurs conseils. Pendant le premier mandat, il a fait venir des investisseurs, mais des cadres maliens de valeur, les techniciens, les ingénieurs comme Moustapha, les gestionnaires. Il les a fait venir des États-Unis, de l'Allemagne, de France, pour dire, écoutez, vous allez m'entourer pour que le deuxième mandat soit le mandat du véritable décollage économique. Le deuxième mandat, le Mali était électrifié, sécurisé. Les investisseurs venaient à gogo. Elle est devenue ce que j'appelle le bon militaire qui est devenu le bon civil. C'est ce que je veux. Un militaire, quand il veut être président de la République, il faut qu'il fasse ses preuves. C'est ce qui se passe au Ghana. Maintenant, le président qui vient d'être élu, c'est un président intellectuel de très bonne formation. Qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai même dit ça déjà à l'ambassade du Ghana. Ce qu'il faut, c'est d'abord de mettre fin à l'immigration sauvage des Ghanéens. C'est très important. C'est-à-dire comment on peut laisser, honnêtement, que ce soit au Ghana ou ailleurs, des jeunes Ghanéens partis mourir bêtement dans les pays occidentaux. Donc, le nouveau président, il faut d'abord qu'il commence par ça. Il crée des conditions pour que les jeunes s'épanouissent. Au Ghana, à Accra, à Koumassi, un peu partout. Que les jeunes se sentent chez eux et qu'ils se disent qu'ils ont un avenir au Ghana. Alors, s'il fait ça déjà, ça sera un bon point. Ensuite, il faut absolument qu'ils se mettent d'accord avec tous les pays, c'est-à-dire les États-Unis, bien sûr, l'Europe. Il faut se mettre d'accord avec ces pays-là. On n'est pas contre ces pays. Nous ne sommes pas contre l'Europe, nous ne sommes pas contre les États-Unis, nous ne sommes contre aucun pays. Nous voulons une ouverture. Mais cette ouverture, il faut qu'elle soit une ouverture gagnant-gagnant. C'est-à-dire les accords, quand il s'agit de gisements d'or, parce qu'il y a beaucoup d'or au Ghana. Eh oui, il y a tout au Ghana. Il faut absolument que ce soit des accords où on gagne et non pas où on perd jusqu'ici. C'est ce qui s'est passé. La France-Afrique, c'était ça. C'est-à-dire une coopération où on ne gagne rien du tout. La France est politique, mais aussi la l'Afrique économique, c'est très dangereux. Et médiatique, hein, parce qu'il y a certains médias français qui ne sont pas du tout pour notre bonheur, qui font semblant d'être avec nous. Donc, il faut que les Ghanéens déjouent tout ça. Et oui, il y a toute une manipulation et il faut que le président soit très intelligent pour faire face à tout ça. Mais il a été président pendant 4 ans. Une première fois. Parce que les gens ont vu qu'il n'avait pas bien géré. Et c'est très bien comme ça. Quand on a vu que le premier mandat ne va pas, eh bien, démocratiquement, on te désavoue au deuxième mandat. C'est ce qui s'est passé. Et il a compris. Parce que là, il vient de loin. Maintenant, le Ghana va marcher sur ses 2 pieds. Penser avec sa propre tête, au lieu de continuer à se tromper. Vous pensez qu'il fera mieux qu'avant? Ah, totalement. Il le sait. Sinon, mais alors là, alors là, les Ghanéens, tu sais qu'ils ne vont pas dormir. Y compris moi qui ne suis pas Ghanéen. Je le surveille moi aussi. Je veux que l'Afrique avance avec vous tous et avec les bons médias. Est-ce que les régimes militaires donc, en Afrique actuellement, vous voulez qu'ils soient comme Amadou Toumani Touré, comme Thierry Rawlings? Je le souhaite vivement, je le redis. Il faut que tous ceux qui sont au pouvoir, au Burkina Faso, que ce soit au Mali, et je le redis en plus, que ce soit naturellement actuellement en Guinée-Conakry chez moi, parce qu'il ne faut pas oublier la Guinée, il faut qu'ils fassent des élections libres et transparentes, qu'ils partent et qu'ils reviennent. Mais ils ne peuvent pas se cramponner au pouvoir par un coup d'État militaire parce qu'ils n'ont pas de programme précis.
Je ne suis pas contre leur personne, je suis contre des systèmes qui n'apportent rien. Donc, il n'y a pas mieux que des élections libres et transparentes. On remet le pouvoir à celui qui aura été élu. Une première fois, s'il n'est pas bon, on le balaye la deuxième fois par les suffrages. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, donc, Mustapha, donc, le Ghana, le Sénégal, et donc là, vous pensez que la démocratie avance en Afrique ou elle recule? Ben, c'est la démocratie qu'elle-même elle-même qui va s'inviter en Afrique par la force des choses. Parce que vous savez, la méthode de faire la politique dans l'ancien système est totalement différente de ce qui se passe actuellement. Avant, on s'accrochait aux grandes idéologies, on s'accrochait aux grands hommes, on s'accrochait à tout ce qui, je dirais, était lié à nos histoires et tout ça. Non, aujourd'hui, on entre dans le pragmatisme. On entre dans le pragmatisme. C'est-à-dire que dans une même famille où toute la lignée familiale ou même communautaire votait à cause ou grâce à une idéologie communiste, socialiste, troquiste, pour un parti ou pour un homme, aujourd'hui, dans la même famille, politiquement, on est éclaté. On est éclaté. Et maintenant, avant, ce sont les parents qui faisaient voter les enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants qui font voter les parents parce que les enfants ont pris le pouvoir, ils savent ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont vécu ce que leurs parents ont vécu depuis 60 ans et ils se sont dit non, je vais me détacher de ça. Donc le pouvoir appartient à la jeunesse. Cette jeunesse, elle est pragmatique, elle n'est pas idéologique. Donc forcément, elle ira plus vers la démocratie que le totalitarisme. Ça, c'est un fait. Et ce que vous disiez tout à l'heure de Rawlins, il y a quelque chose qui est très juste. Et il fallait voir, d'ailleurs, ça fait partie de la dialectique de l'être humain. Être capable de changer quand on sait que ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire ne correspond pas à la réalité. C'est ce que Rawlins a peut-être compris. Il est arrivé militaire, il a pris le pouvoir, il a constaté, il a discuté, il a regardé et il s'est dit le processus dans lequel je me trouve risque de nous amener à l'impasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est devenu civil. Il est devenu civil. Et en devenant civil, il a permis donc cette alternance-là. C'est une intelligence. Hein. Il faut avoir de l'intelligence politique de se dire, je ne suis pas le représentant, je dirais, dogmatique de tout le peuple, mais je ne suis qu'une petite minorité de mon peuple et c'est mon peuple qui doit faire de moi ce que je veux. Du coup, il est animé par quoi pour faire ça? Il faut avoir l'intelligence d'abord, mais il faut avoir la fibre patriotique. Il faut avoir la fibre patriotique et il faut aimer son peuple. Il faut aimer son peuple, il faut aimer la vérité et il faut se dire que je ne suis pas royal, je ne suis pas l'empereur. Moi, je peux le faire, mais d'autres pourraient le faire d'une autre manière, dans d'autres circonstances, pour apporter les mêmes plus-values que moi. Je crois que c'est cette intelligence qu'il a eu à faire pour pouvoir décider de céder le pouvoir sous la forme où il l'a fait. Je pense que c'est surtout ça. Donc, c'est à saluer ça aussi. Oui, le doyen Camara, mais Rawlins, il est resté quand même 20 ans au pouvoir avant de mettre tout ça en place. Pourquoi vous ne laissez pas aussi cette même chance à ces militaires au pouvoir en Afrique? D'abord, ils n'ont pas les mêmes formations, ils n'ont pas la même façon d'écouter. Et le contexte n'est pas le même. Voilà, c'est pas... lui, il était intelligent. Je te dis, il acceptait qu'on lui porte la contradiction. Quand j'étais à Accra, je lui ai porté la contradiction. Je lui ai expliqué ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais il aurait pu dire, bon, tu es venu ici, on t'a invité, on te prend en charge, je t'arrête. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été écouté. Eh oui, il aurait pu me faire arrêter comme certains militaires le font. Donc, c'est un militaire qui était intelligent. Je ne dis pas que les autres ne sont pas intelligents. Puisque nous faisons un tel débat, s'ils nous écoutent, eh bien, ils prennent exemple sur Rawlins, mais aussi ils prennent exemple sur ATT. C'est clair. Donc, ils se donnent du temps pour maintenant mettre tout en place et puis se retirer, c'est ça? Mais c'est aussi simple que cela. Ils n'ont de salut que par les élections libres et transparentes. Il faut qu'ils comprennent. J'ai dit à Moussa Dadis Camara, en Guinée, en 2009, mais tu n'es pas fait pour gouverner. Mais tu ne comprends pas ce que c'est que la gestion. Mais tu ne sais même pas répondre à toutes les bonnes questions. Moussa Dadis Camara, il est encore vivant. Au début, il avait l'air de m'écouter, au début. Mais à un moment donné, tu sais, le pouvoir, quand ça te monte à la tête, on lui a dit, mais l'ancien camarade, il est à Paris, il vient nous donner des leçons, qu'est-ce que c'est que ça? Et le jeune homme s'est laissé emballer par son entourage. Oh, mais un entourage mafieux, corrompu. Eh bien, aujourd'hui, lui-même, il est en prison. Ce que je dis aujourd'hui,
Tous les militaires là, ils n'ont de salut que s'ils font des élections libres et transparentes. Ils s'en vont, ils reviennent après s'il le faut. C'est tout. Il n'y a pas d'autre issue. Eh bien voilà, le message est passé et donc je crois que nous allons suivre ces situations de très très près. Donc nous allons maintenant au Sénégal, Moustapha Dramé. Donc vous venez du Sénégal, vous avez participé à la campagne électorale hein, des législatives anticipées et vous étiez au cœur de cette campagne. Alors donc, comment ça s'est passé avec cette victoire écrasante du parti de Ousmane Sonko? Ben, je dirais que c'est historique. C'est historique, c'est inédit. Et je dirais que cette victoire était la bienvenue aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sortons d'une douzaine d'années du macky-sallisme traumatisant. En réalité, quand on fait le bilan de Macky Sall, certains parlent d'ailleurs des infrastructures qu'il a construites, des routes qu'il a construites. Moi, je leur dis toujours, même Hitler a construit des infrastructures, ça ne l'a pas empêché de faire autant de bêtises. Donc les infrastructures et tout ça, souvent les dictateurs commencent par ça pour laisser leur nom traçable, c'est tout. Donc, par contre, le pays était dans un état très critique et quand j'entends le Premier ministre dire qu'ils ont hérité d'un pays en ruine, moi j'insiste bien et je le dis bien, oui, c'était un pays en ruine. Voilà, on ne mesure pas le côté, je dirais, l'aspect ruine d'un pays par les infrastructures, ça n'a rien à voir, c'est le contenu qui compte. Donc on sortait de cette situation-là et il était, je dirais tout simplement, pensable qu'à un moment donné, il fallait le remplacer cet homme. C'était ce qu'il fallait. Mais bon, c'était visible, c'était pensable que de toute façon, Sonko devant, le PASTEF allait gagner. Lui, il disait 150 députés au minimum. On en est arrivé à 130 sur 165. C'est une performance. Donc moi, avec mon mouvement Le Sénégal au cœur, nous avons soutenu le PASTEF. Le doyen était au courant parce qu'il m'a vu travailler au Sénégal sur cette question-là pendant la campagne électorale. Je me suis déplacé personnellement pour ça. Quand on dit, on fait. Donc, l'Assemblée maintenant est aux mains du PASTEF. Ils ont tous les éléments pour développer le Sénégal, tous les arguments pour voter les lois, tous les arguments pour voter le budget, tous les arguments pour, je dirais, mettre en place le programme du Sénégal 2050, la référence 2050 qu'ils ont tracée. Ils n'avaient pas besoin de ça vraiment, parce que j'ai l'habitude de dire aux gens au Sénégal, après Macky Sall, on n'avait même pas besoin de nos programmes. Il suffisait d'éviter les mêmes bêtises que Macky Sall pour développer le Sénégal. Ah oui, honnêtement, on n'avait même pas besoin de programme. Oui. Macky Sall, ah oui. Non. Tous ceux qui ont suivi Macky Sall pendant les 12 années. Il suffit seulement de ne pas faire ce que Macky a fait. Non, il suffisait d'éviter ce qu'il a fait comme connerie, excusez-moi l'expression, pour développer le Sénégal. Donc, par contre, le Sénégal, le référentiel Sénégal 2050 est magistralement bien fait, parce que pour moi, c'est même pas un programme, c'est une planification. Ils ont les données. Ils ont les agrégats économiques de ce dont le Sénégal dispose. Ils savent maintenant dans quel état ils ont pris le Sénégal. Ils ont l'Assemblée nationale. Donc, avec tout ça là, avec les grandes institutions, avec tout ça, moi, je pense que le Sénégal va bientôt résonner dans le monde du développement parce que non seulement il y a, je dirais, la situation économique, il y a les ressources, mais surtout aussi, il y a des compétences. Ces jeunes du PASTEF, mon Dieu, moi, quand je les écoute, je suis bluffé. Je suis bluffé, je suis séduit parce que chaque individu que tu prends et que tu écoutes, tu te dis non, il a appris quelque chose, il sait quelque chose. Le seul souci maintenant, ou en tout cas là où on les attend, c'est de mettre tout ça en place de façon à en sortir une valeur ajoutée. Mais je pense sincèrement que maintenant, dans les 2-3 années là qui viennent, on parlera d'un autre Sénégal qui n'est pas le Sénégal de Macky Sall. Seulement, il se trouve que les dégâts et les conséquences de son régime sont tellement puissants que le traumatisme existe toujours. Le traumatisme existe toujours. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été blessées, beaucoup de personnes qui sont tuées et qui ne sont pas jugées, et dont les parents ne savent même pas où se trouve le corps. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels et jusqu'à présent, on ne connaît pas encore la vérité. Mais comme le gouvernement du président Diomaye et de Sonko
le gouvernement a promis donc de faire un éclairage sur tous ces événements. Je pense que le monde sera surpris quand il entendra, quand il verra toute la vérité de cette partie de notre histoire, hélas macabre. Le doyen Camara. Alors, le changement, c'est avec le Sénégal au cœur. Je l'ai vu travailler à Dakar. J'ai vu que c'était un garçon ressource. Et oui, j'ai apprécié effectivement ce qu'il faisait. Mais ce que je lui demande maintenant, c'est d'aider à ce que les meilleurs cadres qui sont en Allemagne, en France, aux États-Unis, de tout faire auprès du gouvernement Bassirou pour que ces jeunes gens viennent mettre leurs compétences au service du Sénégal nouveau. C'est capital. Ensuite, le pays de Cheikh Anta Diop. J'exige que Cheikh Anta Diop soit honoré parce que c'était un visionnaire. Si Cheikh Anta Diop est encore vivant et qu'il assiste à l'arrivée au pouvoir de Bassirou et de Sonko, il aurait été émerveillé, il aurait été enchanté parce que c'était un peu son combat. C'est-à-dire que les jeunes actuels, ce sont les Cheikh Anta Diop d'hier. C'est-à-dire que c'était des gens, les Valdiodio Ndiaye, mais c'était des patriotes. Quand on a connu le Valdiodio Ndiaye, c'était un avocat, un tribun, qui avait un idéal profond, à la fois pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je me souviens que quand il attaquait Senghor, ce sont ces jeunes-là qui représentent ce que j'appelle ces grands penseurs d'hier. Quand il attaquait Senghor, on lui disait, mais le poète président, il dit poète président, le mot saï-saï, c'est lui qui me l'a mis dans la bouche. Ah ouais. Oui, c'est Valdiodio Ndiaye. C'est son mot préféré. Oui, exactement. Le mot saï-saï, c'est Valdiodio Ndiaye qui me l'a mis dans la bouche. Il a dit, mais c'est un saï-saï. C'est-à-dire, non, c'était de l'humour. C'était un avocat. Bien sûr. Il dit, voilà, il veut jouer avec les Sénégalais, il veut jouer avec les Européens. Mais c'est un saï-saï. Alors moi, qui ne suis pas Wolof, mais qui aime la langue Wolof, ce mot m'a frappé. Saï-saï, c'est quoi? Donc, aujourd'hui, les saï-saï sont par terre. Tout ce qui était saï-saï du temps de Macky Sall sont tombés. Mais par la démocratie, par les jeunes. J'ai horreur de la violence. Cheikh Anta Diop n'était pas un homme violent. Oui, Valdiodio n'était pas un homme violent, c'était un homme d'arguments, d'idées. Alors, je veux que ces jeunes gens soient fiers de leurs aînés. Et maintenant, que les techniciens aient le dessus. C'est-à-dire, je le redis, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des agronomes, il nous faut bien sûr des médecins. Et c'est là que le Sénégal au cœur doit se battre. Comment les bons médecins sénégalais qui sont en France doivent rentrer. Comment les bons médecins qui sont en Allemagne doivent rentrer. C'est très important. C'est le jour où nous aurons des cadres valables, sérieux, on sera respecté. Le problème africain, c'est qu'on n'a pas de ressources humaines dignes de ce nom. Donc, il faut mettre l'accent là-dessus. Et quand je serai avec le Sénégal au cœur à Dakar, on va mettre l'accent là-dessus. Voilà, le Sénégal nouveau est en marche. Il faut soutenir ces jeunes gens, mais il faut qu'ils soient responsables. C'est-à-dire que notre soutien n'est pas un chèque en blanc. Si demain, je me rends compte que les jeunes gens continuent à quitter le Sénégal et que demain, il y a la famine, ou que les gens, plus ou moins, sont encore embâchés et emprisonnés à tort, alors je dirais, en tant que vieux gauchiste, appelez ça comme vous voulez, en disant, mais qu'est-ce que vous faites là, les enfants? Faites avancer le Sénégal. Vous êtes, c'est vrai, c'est une nouvelle espérance, mais il faut l'amplifier, il faut la consolider, cette espérance. Alors, donc, M. Dramé, Oui. vous voulez ajouter quelque chose, sinon on va parler du cas Barthélémy Diaz. Non, juste pour... J'ai parlé tout à l'heure du référentiel 2050 qu'ils ont produit. Il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est avoir eu l'intelligence de diviser le Sénégal en 8 pôles de développement. Et ces 8 pôles-là sont basés sur, les spécificités de chaque région, les disparités territoriales et les potentialités de la région. Ce qui veut dire quoi? Que si on met l'accent, par exemple, sur un pôle au nord, je prends un exemple pour l'agriculture, pour la pêche, pour tout ça, à cet endroit, dans cette région et dans ce pôle-là, il va y avoir un développement endogène. C'est-à-dire que
tout ce qui est produit dans cette zone est transformé dans cette zone par les habitants, les jeunes de cette zone-là. Ce qui veut dire que la production régionale de chaque pôle peut servir de marché ou de produit pour un autre pôle. Et de pôle à pôle, il peut y avoir une connexion. Une connexion, ce qui veut dire que ça peut aller à un marché régional, un marché national, puis au marché international. Cette philosophie du développement par les pôles, ça représente un tout petit peu, ou en tout cas c'est à l'image un peu de ce que le théoricien économique Ricardo avait développé, la théorie des avantages comparés. C'est très, très, très important et c'est très imaginatif. Développer le Sénégal en fonction des potentialités de chaque endroit, de façon à assurer d'abord l'autosuffisance et ensuite permettre au marché extérieur. Chacun produit ce qu'il a, oui, et puis le vend à l'autre. Très bien, échange d'abord voilà, national. Et vice-versa, comme l'a dit Ricardo, entre le vin et le drap, l'Angleterre et le Portugal qu'il a donné comme exemple. Très bien, tu as tout compris. D'accord. Tu as tout compris. Et ça peut permettre aussi des débouchés internationaux. Donc, c'est très, très intéressant. Et ensuite, en dehors de ces pôles-là, lorsqu'ils les réussiront, et je suis sûr qu'ils vont les réussir, parce qu'avant de mettre cette théorie-là et avant de la mettre en pratique, ils ont d'abord diagnostiqué quelles sont les potentialités de chaque endroit. Et ça, c'était très important à le faire. Ce n'est pas que de l'imagination, c'est basé sur quelque chose de pragmatique. Et ensuite, le président, enfin, ce référentiel a axé ces pôles et ce développement-là sur 4 points qui sont intéressants. Je ne vais pas les développer, mais je vais juste les citer, parce que ça aussi, je dirais, c'est le soubassement. C'est le soubassement par lequel il faut passer. Ils ont parlé d'une économie compétitive. Si dans ce monde où on est de plus en plus mondialisé, on n'est pas compétitif par ce que l'on a pour produire et par ce qu'on produit et par les producteurs, on n'a pas de marché. On n'a pas de marché, on n'a pas d'entrée de capitaux, donc on ne peut rien faire. Donc une économie compétitive, c'est une nécessité absolue. Le deuxième point, c'est la durabilité en tenant compte de l'environnement, l'écosystème, et je dirais même la biodiversité. Rien ne peut se faire aujourd'hui en mettant de côté l'écologie. Pensez à ça aussi, c'est, je dirais, une grande avancée. Ensuite, le capital humain. Ils ont voulu, à un moment donné, le patriotisme va avec ça. Quand tu veux développer ton pays en tant que patriote, tu donnes d'abord la capacité à ceux qui sont chez toi. Ça ne veut pas dire que tu es contre les autres, ça veut dire que tu veux compter d'abord sur toi-même de façon endogène. Le capital humain, par les jeunes, les former, les jeunes, l'employabilité, les jeunes, le travail. Et enfin, ce qui est très, très important, ce dont on a le plus souffert, la gouvernance. La gouvernance. La mauvaise gouvernance. Ah, la mauvaise gouvernance. Ah, là, avec ce qui commence là, on sent bien que le Sénégal va avoir une autre forme, un autre modèle de gouvernance qui est totalement différent de tout ce qu'on a eu avec les systèmes de corruption, les systèmes de pots de vin, les systèmes de détournement de fonds publics. On va en finir avec ça. Et Dieu merci. Et à partir de là, je crois qu'on va parler de notre Sénégal. Donc, franchement, le gouvernement actuel, l'État actuel, que ce soit au niveau des institutions, au niveau des pouvoirs, qu'au niveau, je dirais, des acteurs à qui on a confié des postes, je crois que tout le monde est conscient et tout le monde a envie de travailler, mais dans l'équité, la vérité, pas de mensonge, pas de détournement, et avec ça, il n'y a pas de raison qu'on échoue. D'accord, donc on va rester toujours au Sénégal, le doyen Camara. Et le Barthélémy Diaz. Voilà, Barthélémy Diaz, justement. C'est quelqu'un qui n'est pas net. Barthélémy Diaz, quand il était maire de Dakar, on a vu effectivement les réalisations assez limitées. Barthélémy Diaz. Tout d'un coup, s'il était un excellent gestionnaire de Dakar, je suis sûr qu'aujourd'hui, il ne se serait même pas retrouvé en prison. Que s'est-il passé? Il a joué avec la carte de Macky Sall. Tout le monde le sait. Il allait fanfaronner, prendre la télé, dire ceci, dire cela, tout mettre sur le dos de Pastef. Tout enfoncer le pauvre Sonko. Alors là, Barthélémy Diaz était à l'aise.
Mais lui, entre-temps, quand il prenait ce qu'on appelle des dessous de table avec son parrain, parce que Macky Sall était presque devenu son parrain, Oui. mais Barthélémy Diaz, aujourd'hui, il a tellement participé à des coups fourrés. La personne qui a été assassinée, Barthélémy Diaz, est-ce qu'il peut jurer qu'il n'était pas, lui, quelque part complice? Il ne peut pas. Il ne peut pas jurer qu'il n'était pas complice de l'assassinat qui a été perpétré à l'époque contre la personne en question. Il ne peut pas jurer. Maintenant, il fait campagne. Entre-temps, on dit qu'il est élu ou je ne sais quoi. Et alors, la justice sénégalaise, que je salue la justice sénégalaise, parce qu'il y a des moments où elle te dit, bon, fais tes coups. Vas-y, fais le saïsaïnisme. Et tôt ou tard, je te rattraperai. Oui. Eh bien, il a été rattrapé. Maintenant, non seulement il est radié, ce qui est une très bonne chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commis des crimes ne peut pas gouverner, ne peut pas aller à l'Assemblée. Il est radié en tant que député, mais son fauteuil de maire même est menacé. Mais totalement. C'est déjà fait. Il faut des gens comme ça, je redis des saïs comme ça, il faut les déboulonner. Et maintenant, il est vivant. Si ce que je dis n'est pas vrai, je suis prêt avec Moustapha et toi-même aller à Dakar avoir un débat avec lui. C'est ça la démocratie. Je lance le défi à Diaz que toi, Moustapha et moi, nous sommes disposés à l'inviter ici. Il peut venir ici pour nous porter la contradiction, mais il peut nous inviter à Dakar pour nous porter la contradiction. Donc, il a été radié pour le moment. Je pense que je salue la justice sénégalaise. C'est ce qu'il faut faire. Quand vous avez affaire à un saï-saï, il faut le déboulonner. Moustapha, alors, pour le cas Barthélémy. Le cas Barthélémy est un cas d'école. C'est un cas d'école politique et ça devrait aussi pousser tout homme politique à un peu d'humilité, tout homme politique à un peu de gratitude, tout homme politique à un peu de vertu. Et se dire toujours que la politique, c'est certainement un instrument pour construire, pour gérer, mais en même temps, il ne faudrait pas que, à cause de ou grâce à nos ambitions personnelles ou à cause de nos ambitions personnelles, qu'on soit amené toujours à vouloir tout détruire pour soi seulement, pour qu'on soit visible, traçable. Donc moi, je crois que dans le cas de Barthélémy, il a été un peu victime de lui-même. Il a été victime un peu de ses comportements. Il a été victime un peu, je dirais, de ses... de ses relations politiques, biaisées. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque fois qu'il crée une relation politique, c'est surtout pour lui. Parce que quand je l'entends toujours, quand on l'interroge, il dit toujours « moi je fais de la politique ». Moi, je fais de la politique. Quand on lui dit, ah, tu as fait ça, tu as fait, il dit, mandema est politique. Ça veut dire, moi, je fais de la politique. Ce qui veut dire que la politique permet tout. Eh bien, puisqu'elle permet tout, elle détruit tout aussi. Et c'est ce qui vient de lui arriver. Bon, Barthélémy, à un moment donné, pour cette histoire de Ndiaga Diouf, là où il a été condamné, il était déjà sous l'article 61 de la Constitution, puis 51 du Code des collectivités territoriales. Donc, forcément, on n'avait pas le choix, parce que, évidemment, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Le ministre a appliqué la loi en lui disant, tu perds ton poste de député. Il a fait croire qu'en fait, il ne voulait pas être député réellement, mais bon, ça, c'est le médecin après la mort, personne n'y croit. Donc, du coup, malheureusement pour lui, il a été, cet événement l'a rattrapé. Mais vous savez la vérité, Barthélémy le savait, ses amis le savaient, les autres maires le savaient, les hommes politiques le savaient. La justice le savait. Macky Sall lui-même le savait que Barthélémy était sous ce coup-là avant d'arriver à la cassation. Tout le monde le savait. Mais malgré tout, l'homme se comportait comme s'il n'y avait pas d'épée Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est ça qui était surprenant quand même, avec un verbe dur, un verbe tenace, parfois arrogant, disent certains. Donc tout le monde le savait. Alors ce qui est arrivé du côté de l'Assemblée nationale, c'était naturellement le processus qui devait arriver. Point. On sort de là. Deuxième point, en ce qui concerne son poste de maire. Dernièrement, au cours de la conférence de presse, il a fait croire, il a dit que lui, entre guillemets, c'est un guerrier,
que personne ne peut l'enlever de ce poste-là et que si c'était le cas pensé, on le retrouverait sur le terrain. 2 jours après, malheureusement, là, il est sous l'article de L277. Il est sous le coup de l'article 277, c'est-à-dire d'un côté, il y a l'inéligibilité qui le rattrape, de l'autre côté, il y a l'incompatibilité de poste qui le rattrape. Et en plus de ça, il y a un électeur de son territoire, de sa commune, qui a écrit au préfet, c'est son droit, parce que c'est la Constitution qui permet, qui a écrit au préfet pour demander sa démission. Bon, le préfet aurait pu le faire directement parce que l'article 77 est là, mais ce courrier de l'électeur est venu appuyer ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Donc, du coup, là aussi, il a été révoqué. En tout cas, dans la journée d'aujourd'hui, c'est ce qui prévaut dans les médias sénégalais, comme quoi il a été aussi révoqué de son poste de maire. Maintenant, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il avait dit qu'on verrait qu'on trouverait un guerrier à la mairie de Dakar. Bon, maintenant que tout ça est arrivé, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire un coup d'État. Il a tellement tapé sur quelqu'un qui l'a beaucoup aidé, c'est-à-dire Sonko, parce que tout le monde sait que politiquement, électoralement, c'est Sonko qui l'a aidé à devenir maire. Il a fait la campagne avec lui. Bon, comme on dit, Dieu ne dort pas peut-être. Peut-être Dieu ne ferme même pas un seul œil et l'ingratitude, ça se paye toujours. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce que nous faisons. C'est pour ça que je disais, son cas est un cas d'école. Est-ce qu'à votre avis, il est politiquement mort? Bon, en politique, c'est vrai qu'on dit souvent, il ne faut pas dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais, comme on dit. On dit que personne n'est jamais mort. Mais j'ai vu des grands hommes politiques dont on n'a plus jamais parlé. Absolument. Ah oui, dont on n'a plus jamais parlé. Là où il est là, Macky, il était tête de liste de sa coalition, il n'a même pas osé venir au Sénégal. Et il y a d'autres hommes politiques au Sénégal qui ont fait le beau temps dont on ne parle presque plus. Donc ces gens-là, politiquement, ils sont morts. Donc oui, il y a une catégorie d'hommes politiques qui effectivement meurent. Et il se trouve que lui, Barthélemy, il a été tête de liste de leur coalition et ils n'ont eu que 3 députés. Ce qui veut dire qu'il y a une chute libre du nombre de votants et une chute libre de leur force politique, surtout que son bras droit, son président qui est Khalifa Sall, n'intervient presque plus. Ouais. Donc, sur quoi il va se baser? Sur qui il va se baser? Sur quelle base il va faire son électorat? Pour quelle élection va-t-il faire? Comment va-t-il se sortir déjà des condamnations qui existent dans les 5 prochaines années? Si dans les 5 prochaines années, il ne fait rien, il ne peut rien, il ne doit rien, et rien ne lui doit, ça veut dire que c'est plutôt sa mère, c'est plutôt sa mort politique. Donc, on va dire 2 mots sur les bases militaires françaises au Tchad et au Sénégal. Le doyen Camara, donc les 2 pays annoncent, informent la France de retirer ses militaires. C'est une excellente nouvelle. Il faut que les Africains d'abord forment leurs militaires. Si l'assistanat, ça n'a pas d'avenir. Vous pouvez être assisté un moment, mais si vous n'avez pas de ressources intérieures pour tenir, mais vous n'allez nulle part. Jusqu'ici, les militaires français allaient assister nos militaires, prenaient des décisions à leur place. Et puis ce qui est grave, je le redis, De Gaulle, quand il a pris le pouvoir, De Gaulle, pourtant les Américains ont fait beaucoup pour la libération de la France et autres. Qu'est-ce que De Gaulle a dit? J'arrive rapidement à la réponse de vos questions. Il a dit, bon, même si nos amis américains nous ont aidés, il faut maintenant que les bases militaires américaines soient totalement bannies, qu'on enlève tout ça et qu'on en termine. C'est la même chose. Comment voulez-vous accepter au Tchad, au Mali et ailleurs, que les bases françaises viennent d'abord prendre ce que j'appelle l'image du pays. C'est-à-dire que quand ils sont dans ces pays, ils connaissent le pays mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire ils photographient où il y a l'or, où il y a le pétrole, où il y a le diamant. Ah oui, mais donc, ils connaissent ça. Donc la mission n'est pas seulement militaire. C'est une très bonne nouvelle. Il faut que les militaires s'en aillent, les militaires étrangers s'en aillent, mais que cela apprenne à nos militaires africains sur place de se former eux-mêmes. Ils ne peuvent pas indéfiniment compter sur les autres. Il faut qu'ils sachent se battre, qu'ils sachent tenir une arme. Et ceux qui sont là, il faut absolument qu'ils nous libèrent de ce colonialisme militaro-politique. Maintenant, je mets l'accent là-dessus, il faut que tout cela se passe dans les règles de l'art, dans le respect. Que les Français comprennent que les militaires là ont fait leur temps
qu'une nouvelle génération est arrivée et qu'une autre façon de gouverner nos pays est arrivée aussi. Mais ça se fait dans le respect. Et puis on va arriver tout à l'heure à la France elle-même. Aujourd'hui, je le dis parce que c'est la vérité, la France devient ingouvernable. Oui, On y arrive. on va y arriver. Donc, je voulais avoir... Cette France-là ne pouvait pas continuer à faire la loi militaire en Afrique. Voilà pourquoi je salue le départ graduel, organisé et méthodique des militaires français de nos pays. Très bien. Donc, Moustapha, surtout votre pays est concerné, le Sénégal. Ou le Sénégal, les militaires français. D'abord, il faut se poser la question, pourquoi les militaires français sont au Sénégal ou même en Afrique? Est-ce qu'ils sont là pour protéger le Sénégal ou l'Afrique? Ou est-ce que ces militaires-là étaient là pour la France? La réponse est claire. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc une base militaire au Sénégal était là justement sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique, avoir je dirais, un appui lorsqu'un problème se poserait en mobilisant cette force locale. C'est juste ça. Mais ce n'est pas une base qui a été ici au gré des Sénégalais et à l'intérêt des Sénégalais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on se pose une question. Est-ce que la France accepterait qu'une base de 200, 350 personnes sénégalais, une base de militaires soit installée ici en France? Est-ce que la France accepterait ça? La France n'accepterait pas, comme l'Allemagne ne le voudrait pas, comme les États-Unis ne le voudraient pas. Pourquoi? Parce que, évidemment, s'oppose alors, et c'est le troisième point, la logique des souverainetés. L'armée fait partie des souverainetés. La sécurité fait partie des souverainetés. Si un pays ne maîtrise pas sa souveraineté, il lègue aux autres la capacité de faire ce qu'ils veulent et donc même de construire ou de déconstruire son économie. C'est ça la vérité. Donc, la question militaire est une question de souveraineté, c'est une question géopolitique, c'est une question stratégique. Et aujourd'hui, je dirais, c'est une question d'indépendance. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que historiquement, j'ai 2 minutes. Voilà, historiquement, nous avons eu affaire aux missionnaires. Les missionnaires sont venus, ils nous ont dit que nos religions ne sont pas les bonnes et qu'il fallait passer au christianisme. Et quand ils ont vu ce qui se passe en Afrique, ils ont fait appel à l'esclavagiste. L'esclavagiste est arrivé, il s'est dit, ah, ce que les missionnaires ont dit, il y a une richesse ici, mais cette richesse, on ne va pas l'exploiter ici, il faut les amener. Le colonialiste est arrivé. Le colonialiste a dit, oulala, avec tout ce qui se passe en Afrique, là, c'est de là que viendra le développement de l'Occident. On va les coloniser, on va en faire des occidentaux, des sous-occidentaux, entre guillemets, et on va les faire ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce que nous devons faire pour que nous soyons. Et le colonisateur, après, le colonisateur est passé, qu'est-ce qui est passé? Ils nous ont envoyé les coopérants. Les coopérants sont arrivés, ils nous ont enseigné autre chose. Oui, ils nous ont enseigné autre chose. Oui, votre programme économique, votre programme français, votre programme scolaire, éducation, ce n'est pas ça, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est pour laver le cerveau. Et tout ça, ça a un coût. Hein? Tout ça, ça a un coût. Ça a un coût humain, ça a un coût historique et tout ça. Là. Et après l'indépendance, ce qui est arrivé, c'est que les premiers hommes politiques ne pouvaient rien faire ou n'ont pas accepté de faire quelque chose qui appartient à leur propre peuple, mais ils étaient en train d'appliquer le menu occidental. Ils ont appliqué ça et on a échoué. Et du coup, on est resté dans la dépendance. On est resté dans nos relations avec l'Occident dans une forme d'appartenance. On ne s'appartenait pas. On leur appartenait dans tous les domaines. Maintenant, si la question militaire vient et qu'on veut aussi régler ça comme on a à régler le problème monétaire après, comme on a à régler d'autres problèmes, mais c'est bienvenu. Ce n'est pas une guerre. On leur demande juste d'enlever là quelque chose qui nous gêne pour le mettre là où ça ne leur gênera pas, et tant mieux. Donc ça ne pose pas de problème. Parce que nous tenons, le Sénégal tient aussi à cette souveraineté. Donc il s'agit juste de ça. Je pense que ça ne doit même pas créer un problème d'incident diplomatique. Mais on dit, ah, la France est en train de perdre son Afrique. Ah, la France-Afrique est en train de mourir. Ah, la France n'a plus de pouvoir là-bas. Non.
elle ne peut plus avoir le même pouvoir qu'a eu De Gaulle ou Mitterrand ou autre, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est pragmatique, elle est intelligente, elle est éveillée, elle a compris, elle a déduit, elle a diagnostiqué, elle a évalué, elle en est arrivée à la question des décisions. Et ça, notre histoire, et il y a beaucoup de gens qui oublient ça, et ça je vais le dire pour la jeunesse et les étudiants, si vous voulez comprendre ce qui se passe entre nous et l'Occident, si vous voulez vraiment savoir ça, allez lire un peu la charte de l'impérialisme. Allez sur Google, tapez la charte de l'impérialisme et lisez ce qu'il y a là-dedans. Vous comprendrez mieux en quoi, pourquoi et comment on en est arrivé là. Pourquoi on est resté, entre guillemets, des sous-peuples pour l'Occident. Vous comprendrez ça. Je ne vous dis pas de le lire pour aller faire la guerre, mais je vous dis de le lire pour comprendre pourquoi, et vous-même, vous avez besoin de votre conscientisation, de votre façonnement pour être l'autre. Mais l'autre indépendant, pas l'autre qui appartient aux autres. Très bien. Donc, le doyen Camara, on a tous les deux 5 minutes rapidement pour parler de la France. Donc, le pays où on vit. Eh bien, aujourd'hui, il y a la situation politique qui est extrêmement confuse. Le pays est devenu ingouvernable. Le Premier ministre introuvable. Mais comment un jeune comme Macron, qui a été élu et réélu, peut en arriver là? Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais, quand on a un jeune au pouvoir, lui donner un chèque en blanc. Macron, au départ, avait dit que non seulement il connaissait les finances internationales, qu'il avait les bras longs, il a été élu. Aujourd'hui, la France est endettée, totalement endettée. Et ça, ce n'est pas fini. Il n'arrive pas du tout à faire émerger ensemble son parti politique. Il n'est pas arrivé, après 2 mandats, à mettre un bon parti politique en fonction, qui risquerait de disparaître. D'ailleurs, son parti actuel risque de disparaître sans lui. Et cette France-là, aussi longtemps qu'elle avait l'Algérie, ça m'amuse beaucoup. La France reste 132 ans en Algérie, et aujourd'hui, les Algériens n'ont jamais dit « nous allons venir ici pour coloniser, par exemple, la France ». C'est-à-dire qu'il y a eu l'Algérie française, et aujourd'hui, il faut qu'il y ait la France algérienne. Non, il n'est pas question de dire que l'Algérie va coloniser la France, même après 132 ans. Cette France n'a plus ce que j'appelle ses colonies. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Rien du tout. C'est-à-dire que même au niveau du Parlement européen, Macron est de plus en plus contesté. Mais c'est très grave. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait tout pour grandir et la France, et en même temps, puisque au départ, il s'était posé comme le champion de l'Union européenne. Il a proclamé partout. On l'appelait Jupiter. Alors Jupiter n'est plus rien. Donc aujourd'hui, la France est affaiblie. Oui, alors, c'est là où je dis à des gens comme Jean-Luc Mélenchon de prouver ce dont ils sont capables. Parce qu'il ne s'agit pas de faire ce que j'appelle du verbiage. Et puis, comme Jean-Luc Mélenchon, il a le verbe facile, il parle. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il veut un Premier ministre, si c'est possible, qui vient de gauche. Mais il faut que ce Premier ministre soit capable de redresser la situation actuelle. Je dis ça parce que je suis de gauche. Je n'aime pas les gens de gauche qui se cramponnent uniquement à l'idée « nous sommes des révolutionnaires ». Non. Et la situation est bloquée. Comment il faut faire pour débloquer? Macron, finalement, s'il ne fait pas attention, avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il veut, lui, d'ailleurs, c'est de le renverser. Est-ce qu'il doit nommer un Premier ministre de gauche? Mais il a intérêt. Il a fait. Mais il a nommé Bayrou. Il a déjà nommé. Oui, c'est Bayrou qui a été nommé. Alors, est-ce que Bayrou sera capable de redresser la situation mieux que Barnier? C'est ça le problème. Mais Bayrou n'est pas de gauche, il est de centre. Oui, mais ça, c'est mieux déjà. Hein, parce que qu'on l'aime ou pas, Bayrou n'est pas quelqu'un qui est excessif. C'est très important. En politique, même si ton adversaire, s'il n'est pas excessif, s'il argumente, je préfère ça qu'avoir un partisan excessif. Bayrou est un type modéré. Je ne suis pas là pour lui passer la pommade. J'espère qu'il va réussir là où l'autre Premier ministre a échoué. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Si jamais Bayrou échoue, mais tu vas voir, tout va tomber comme un château de cartes. Mustapha. C'est inédit aussi en France ce que l'on voit là. Et le président Macron en est arrivé à faire de la France je dirais une république, entre guillemets, que certains disent bananière, mais une république sans institutions fortes tout de même.
C'est inédit. Je me rappelle une réponse de François Hollande à un journaliste. Quand le journaliste lui a posé la question, vous qui le connaissez bien, est-ce que vous pensez qu'il peut s'en sortir? François Hollande a répondu, non, justement, je ne le connaissais pas assez et c'est pour ça qu'il est devenu président. Vous voyez? Ça veut dire qu'il l'a trahi, en fait, grosso modo. Il ne s'attendait pas à ça. Bon, donc, c'est inédit dans la République française parce que, logiquement, ce qui se passe, c'est que dans le modèle républicain français, c'est le parti qui gagne ou la coalition qui gagne, qui donne ou qui offre l'opportunité de Premier ministre. Mais là, le Front populaire a gagné avec LFI, les socialistes et les écologistes. Et comme par hasard, ils sont devenus les parias. Comme par hasard, ils sont devenus les infréquentables. C'est la première fois. Et donc, la première erreur du président Macron, c'était de se dire, je ne vais pas donner la primature à ceux qui ont gagné. Mais c'est démentiel, ça. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, on ne comprend pas. Du coup, en faisant ça, il est allé dans l'impasse lui-même et il est aujourd'hui, je dirais, dans un effet boomerang. Tout ce qu'il a projeté sur les autres dans le sens négatif pour qu'ils ne deviennent pas, devient pour lui-même une arme fatale contre lui-même, contre son camp, parce qu'en même temps, il est en train de tuer son propre parti Renaissance. À la sortie de là, tu verras qu'on ne parlera même plus de Renaissance. Donc, il existe une république de France, il n'existe pas aujourd'hui une république de la France ou une république française. Il existe une république de France. Pourquoi? Parce qu'il a transformé toutes les incertitudes en incertitudes, toutes les certitudes en incertitudes, tout ce qui est équilibré en déséquilibré, sans compter que sur tous les grands problèmes nationaux, que ce soit le chômage, que ce soit la dette, que ce soit l'inflation, tout est à plat. Au moment où on parle, la France vivote en grosso modo. Plus de 70% de dette intérieure. Il y en a même, je crois même qu'on est arrivé à 80% si ma mémoire est bonne. Le taux d'inflation qui est horrible, le chômage qui continue à augmenter et institutionnellement, ça a affaibli tout le monde. Du coup, la France est aujourd'hui un tout petit peu à l'image de certains pays africains. Donc, il ne faut pas qu'ils traitent l'Afrique. Il ne faut pas qu'on dise que nous ne savons rien faire. Ouais. Avec Macron, la France ne sait même plus quoi faire. Absolument. De ses propres élus, de sa population. C'est dommage parce que nous vivons là. C'est dommage parce que nous vivons là, nous partageons ça. On a cette chance d'avoir la double culture de chez nous et d'ici. On ne jette pas l'eau sale sur la France, mais tout le monde constate que ce qui se passe actuellement en France est si inédit que, sincèrement, on se pose la question si on va s'en sortir. Et il lui reste 30 mois. Et il a dit qu'il va terminer les 30 mois, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de coup d'État. Mais par contre, au niveau de la censure à l'Assemblée nationale, tout est encore possible. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge. Il va falloir très vite que cette opposition de laquelle plutôt on a arraché cette victoire-là, commence déjà à réfléchir sur les prochaines échéances. Parce que, attention, le RN est là, le Front National est là et Marine semble se mettre à l'écart en préparation des prochaines élections. Et attention, la multiplication des difficultés, des frustrations et des insatisfactions pousse toujours les populations vers les extrêmes parce que ça correspond à leur verbe. C'est ça qui risque d'arriver si on ne fait pas attention. Donc attention, la France est dans une situation difficile. Eh bien, très bien, donc belle conclusion, Moustapha. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, donc on va continuer à suivre cette actualité française de près et bien, la semaine prochaine, donc on va aussi voir ce qui se passe actuellement. Et bien, sur ça, je remercie nos téléspectateurs donc d'avoir suivi cette revue de presse qui est très très riche aujourd'hui avec donc des intervenants particulièrement percutants et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.